Le docteur Alain Dubois, le plus grand neurochirurgien du pays, était un homme que sa propre douleur avait rendu cruel. Chaque jour, il regardait sa femme, inerte dans un lit d'hôpital, un échec vivant que toute sa science ne pouvait expliquer ni guérir. C'est alors que Léo, le fils du concierge âgé de 9 ans, s'approcha de lui avec un calme désarmant et prononça la phrase qui allait tout déclencher. « Docteur, je peux demander à Dieu de réveiller votre femme. » Devant les autres médecins, Alain éclata d'un rire méprisant, un rire qui fut partagé par tous dans le couloir, jusqu'à ce qu'un silence soudain et inexplicable vienne de la chambre de sa femme, un silence qui allait briser toutes ses certitudes. Pour le docteur Alain Dubois, le temps s'était déformé. Il ne s'écoulait plus en heures ou en jours, mais en une succession de bips électroniques et de soupirs mécaniques du ventilateur. La chambre 402 était devenue son univers, une cage de verre stérile où il venait chaque matin observer son plus grand échec. Élodie, sa femme, était allongée au milieu de ce sanctuaire de la technologie médicale, son visage paisible comme celui d'une statue de marbre. Elle était là, mais elle n'y était plus. Son âme semblait s'être retirée dans une forteresse intérieure où la science d'Alain, si puissante et si célébrée, ne pouvait pénétrer. 6 mois, 182 jours de cette agonie silencieuse. Il connaissait par cœur la courbe de son électroencéphalogramme plat, la saturation en oxygène de son sang, la composition chimique exacte des nutriments qui coulaient dans ses veines. Il contrôlait chaque aspect de son existence physique, mais il avait perdu l'essentiel. La femme qui riait de ses blagues trop sérieuses, celle qui laissait des traces de rouge à lèvres sur ses tasses de café. Ce matin-là, la lumière grise de l'hiver filtrait à travers la large fenêtre, donnant à la pièce une atmosphère encore plus glaciale. Alain se tenait près du lit, son costume impeccable contrastant avec le chaos qui régnait dans son esprit. Il sentait cette rage familière, une colère froide et impuissante qui commençait dans le creux de son estomac et montait jusqu'à lui serrer la gorge. C'était une rage contre Dieu, s'il existait. Une rage contre l'univers et ses lois aléatoires et cruelles, mais par-dessus tout, une rage contre lui-même. Il était le grand neurochirurgien Alain Dubois, l'homme qui avait cartographié des zones inexplorées du cerveau humain, celui dont les mains avaient sauvé des centaines de vies. Et pourtant, il ne pouvait rien faire pour la seule vie qui comptait vraiment. Il prit le petit marteau à réflexe sur le chariot médical. D'un geste mécanique, il tapa doucement le genou d'Élodie. Aucune réaction. Il souleva sa paupière et projeta une lumière dans sa pupille, dilatée, fixe, vide. Chaque test était une nouvelle confirmation de sa défaite, une insulte à son intelligence. Ne supportant plus le silence accusateur de la chambre, il se retourna et sortit. Le couloir de l'hôpital était un monde différent, un monde en mouvement qui l'agressait, des infirmières pressées, des médecins discutant avec animation, des familles aux visages anxieux. Pour lui, tout cela était une cacophonie insupportable. Son deuil était devenu une armure de cynisme. Il marchait vite, le regard dur, une aura de froide autorité l'enveloppant et tenant les autres à distance. Chloé, une jeune infirmière pleine d'un idéalisme qu'il avait perdu depuis longtemps, osa s'approcher. « Docteur Dubois, nous avons les résultats des derniers scans cérébraux, » dit-elle d'une voix timide mais pleine d'espoir. Il s'arrêta net, la foudroyant du regard. « Et alors, Chloé, avez-vous trouvé un miracle dans ces images en noir et blanc? Une activité synaptique imprévue? Une prière qui aurait soudainement régénéré ses neurones ?» Sa voix était basse, chargée d'un sarcasme venimeux. La jeune femme déglutit, intimidée. « Non, docteur, mais il n'y a pas de nouvelle dégradation, c'est stable. » « Stable ?» Il eut un rire court et sans joie. « Stable, c'est le mot que nous utilisons pour décrire l'absence de vie. C'est un jargon médical pour dire que rien ne se passe, que nous ne faisons que maintenir en vie une enveloppe corporelle. Alors non merci. Gardez vos données inutiles pour les réunions où nous prétendons encore avoir le contrôle. » Il la laissa là, le dossier tremblant entre ses mains, les larmes lui montant aux yeux. Il ne ressentit aucune culpabilité. Sa douleur lui donnait le droit d'être cruel. C'est alors qu'il faillit trébucher sur quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il baissa les yeux, irrité. Un petit garçon se tenait juste devant lui, un seau et un chiffon à la main. C'était Léo, le fils de Jean-Pierre, le concierge de l'étage, un enfant d'environ 9 ans, avec un visage trop sérieux pour son âge et des yeux sombres et profonds qui le fixaient sans ciller. « Fais attention où tu vas » grogna Alain. Mais le garçon ne bougea pas.
Il ne semblait pas intimidé par l'homme qui terrorisait les internes et les infirmières. Il regarda Alain droit dans les yeux, puis jeta un regard vers la porte de la chambre 402. Il y avait une sagesse étrange dans son regard, une compassion qui mit Alain mal à l'aise. « Je sais que votre femme est malade », dit Léo d'une voix étonnamment claire et posée. « Mon père dit que quand les médecins ne savent plus quoi faire, c'est qu'il est temps de demander de l'aide à quelqu'un de plus grand. » Alain sentit son sang se glacer. L'audace de cet enfant était incroyable. « Et qui serait cette personne plus grande? Le directeur de l'hôpital » demanda-t-il, son ton dégoulinant de mépris. Plusieurs membres du personnel s'étaient arrêtés à proximité, sentant la tension monter. La confrontation entre le chirurgien le plus redouté de l'hôpital et le fils du concierge était un spectacle inattendu. Léo secoua la tête, ignorant le sarcasme. « Non, dit-il simplement, je parle de Dieu. Je peux lui demander de réveiller votre femme. » Un silence stupéfait tomba sur le couloir. La proposition était si simple, si absurde, si pure, qu'elle sembla aspirer tout l'air. Pour Alain, ce fut l'insulte suprême. Sa science, son savoir, son intelligence, tout cela était balayé par la superstition d'un enfant ignorant. La rage qu'il contenait depuis des mois trouva enfin une cible. Il éclata d'un rire tonitruant. Ce n'était pas un rire joyeux, mais une explosion de douleur et de cynisme. « Dieu !» répéta-t-il assez fort pour que tout le monde à l'étage puisse l'entendre. « Ah, voilà la solution. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oubliez les années d'études, les recherches, les protocoles. Il suffisait de demander. » Il commença à tourner autour du garçon comme un loup autour d'un agneau. « Dis-moi, Léo, ton Dieu, quelle est sa spécialité? Est-il cardiologue? Neurologue? A-t-il une idée de ce qu'est un coma anoxique post-arrêt cardiaque? Non. Quel dommage. On aurait pu publier un article ensemble. » Les rires fusèrent autour d'eux. D'abord nerveux, puis encouragés par la performance d'Alain, ils devinrent francs et moqueurs. Le grand docteur Dubois était en pleine représentation. Il se pencha, son visage à quelques centimètres de celui de Léo, qui ne sciait toujours pas. « Alors voilà ce que tu vas faire, mon petit. Tu vas prendre ton seau, ton chiffon et tes croyances ridicules, et tu vas retourner dans l'ombre d'où tu viens. Laisse la vraie médecine et les problèmes sérieux aux adultes qui comprennent comment le monde fonctionne réellement. » Le visage de Léo devint rouge vif, mais il ne pleura pas. Il absorba l'humiliation avec une dignité silencieuse qui était presque plus dérangeante que des larmes. Il serra les poings, baissa la tête et sans un mot se retourna et s'éloigna d'un pas rapide. Alain le regarda partir, un sentiment de triomphe amer dans la poitrine. Il avait gagné. Il avait écrasé l'espoir stupide et réaffirmé l'ordre logique de son univers. Il se redressa, savourant son pouvoir retrouvé face à ses subordonnés silencieux. Mais au fond de lui, une voix minuscule et terrifiante se fit entendre. Il ne savait pas encore que ce n'était pas une victoire, mais le début d'une guerre. Une guerre où toutes ses certitudes seraient ses premières victimes. Alain Dubois resta immobile un instant dans le couloir, savourant le silence qui avait suivi le départ du garçon. C'était un silence de soumission, de respect craintif. Les six Sands, regards des résidents et des infirmières, l'évitaient désormais. Ils avaient vu le lion rugir et avaient compris qu'il ne fallait pas s'approcher de la cage. Ce bref moment de domination était une drogue pour lui, un anesthésiant pour la douleur lancinante de son impuissance. Il se sentait grand, fort, maître de son royaume de science et de logique. Il avait écrasé la superstition, ridiculisé l'espoir naïf. Il avait remis l'univers à sa place. Mais alors qu'il se détournait pour retourner vers la chambre de sa femme, il ne put s'empêcher de revoir dans son esprit le visage de l'enfant. Il n'y avait pas eu de larmes, pas de colère, juste une tristesse profonde, une dignité silencieuse qui était, d'une certaine manière, plus accusatrice que n'importe quelle insulte. Il chassa cette pensée de son esprit. C'était de la sensiblerie, une faiblesse. Il n'avait pas de temps pour ça. Il poussa la porte de la chambre 402 et l'atmosphère changea instantanément. Ici, il n'était pas le roi. Il était le gardien d'un mausolée. Le pouvoir et l'arrogance qu'il avait affichés dans le couloir s'évaporèrent, le laissant nu face à la réalité immuable. Élodie était toujours là, exactement comme il l'avait laissée, indifférente à sa petite victoire. Les bips des machines continuaient leur litanie funèbre. Sa victoire n'était qu'une illusion, une performance théâtrale qui n'avait aucun impact sur la seule chose qui comptait. Un soupir de frustration lui échappa. Il s'assit lourdement dans le fauteuil près du lit,
passant une main lasse sur son visage. Il attrapa le dossier médical d'Élodie sur la table de chevet. C'était son refuge. Les chiffres, les données, les analyses. Un langage froid, clair et sans ambiguïté, qui ne laissait aucune place au doute ou à l'émotion. Il se plongea dans les dernières analyses sanguines, cherchant la moindre anomalie, le plus petit indice qui pourrait lui ouvrir une nouvelle piste. C'était sa routine, sa façon de prier. Une prière adressée non pas à un Dieu, mais à la logique pure de la biologie. Il était tellement absorbé par sa lecture qu'il ne le remarqua pas tout de suite. Ce fut un changement subtil dans le son de la pièce. Le bip du moniteur cardiaque, habituellement sec et régulier, sembla s'adoucir, devenir plus mélodieux. Alain leva les yeux, fronçant les sourcils. Il pensa à une interférence, un bug. Puis son regard fut attiré par l'écran de l'électroencéphalogramme, et son cœur s'arrêta. La ligne, cette ligne quasi plate qu'il connaissait par cœur, cette signature de l'absence, commençait à onduler. Ce n'était pas l'activité chaotique d'une crise d'épilepsie, c'était autre chose. Une vague lente, ample et parfaitement symétrique commençait à se dessiner sur l'écran, comme la respiration d'un dormeur profond. C'était impossible, neurologiquement impossible. Il se leva d'un bond, faisant tomber le dossier par terre dans un bruit sourd. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, son esprit de scientifique cherchant frénétiquement une explication logique. Un artefact, un problème avec les électrodes. Il vérifia les connexions sur le crâne d'Élodie. Tout était en place. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. C'était Chloé, l'infirmière qui l'avait humiliée quelques minutes plus tôt. Elle venait faire sa ronde. Elle s'arrêta net sur le seuil, la bouche entr'ouverte, ses yeux allant des moniteurs au visage abasourdi d'Alain. Le phénomène s'intensifia. Ce n'était plus seulement l'EEG, le moniteur. Cardiaque affichait maintenant un rythme de 60 battements par minute, aussi régulier qu'un métronome. La pression artérielle, qui avait tendance à fluctuer, se stabilisa à une valeur parfaite de 12,8. L'oxymètre de pouls indiquait 99%. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, tous les paramètres vitaux d'Élodie étaient ceux d'une personne en parfaite santé. C'était une symphonie de données médicales, une harmonie biologique qui défiait toutes les lois de la pathologie. Alain ne respirait plus. Il était face à un miracle, et ce mot seul était une agression pour son esprit. Un miracle. Le concept même était une insulte à sa vie, à son travail, à son intelligence. Et pourtant, les preuves étaient là, devant ses yeux, en chiffres et en courbes. La science elle-même lui montrait quelque chose qui dépassait la science. Il se sentit petit, ignorant. Le grand docteur Dubois, l'expert mondial, était réduit à l'état d'un homme des cavernes regardant un éclair pour la première fois. Il tremblait, non de peur, mais du choc cataclysmique de voir toutes ses certitudes, toute la structure de sa réalité, se désintégrer en direct. La salle était baignée dans un silence profond, uniquement troublé par les sons harmonieux des machines. 45 secondes. 45 secondes d'une perfection inexplicable. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. La vague sur l'EEG s'effondra, redevenant la ligne chaotique et insignifiante d'avant. Le PET, rythme cardiaque, perdit sa régularité parfaite. Les chiffres retournèrent à leurs valeurs habituelles, celles d'une patiente dans un coma profond. Le silence harmonieux fut remplacé par le bip froid et monotone. Le miracle était terminé. Un long moment s'écoula. Le silence dans la pièce était maintenant plus lourd, plus assourdissant qu'auparavant. Il était chargé d'une question. Chloé, la jeune infirmière, laissa échapper un murmure, un souffle à peine audible, mais qui résonna dans l'esprit d'Alain comme un coup de tonnerre. Mon Dieu, ce mot encore, le mot du garçon. Alain resta figé, le regard perdu dans le vide. Le triomphe qu'il avait ressenti dans le couloir n'était plus qu'un souvenir lointain et ridicule. Son rire moqueur lui revint en mémoire, et il eut la nausée. Il n'était plus un scientifique face à un problème. Il était un homme face à un abîme. Son monde ne s'était pas seulement fissuré, il venait d'exploser en 1000 morceaux, et au centre des décombres se trouvait une seule et terrifiante question. Qu'est-ce qui venait de se passer? Le mot « Dieu » murmuré par l'infirmière resta suspendu dans l'air de la chambre 402, vibrant d'une énergie qu'Alain Dubois ne pouvait plus ignorer. Pendant un long moment, il resta pétrifié, une statue de chair et de sang face à l'énigme qui venait de pulvériser son monde.
Le scientifique en lui, cette partie dominante de son être qui avait toujours tout contrôlé, était en état de choc. Mais l'instinct de survie reprit le dessus. Et pour un homme comme Alain, survivre signifiait comprendre, analyser, disséquer, et surtout, reprendre le contrôle. D'une voix rauque, méconnaissable, il se tourna vers Chloé qui le regardait avec des yeux ronds de terreur et de vénération. « Personne ne parle de ça », ordonna-t-il, son ton sec et autoritaire masquant à peine le tremblement de sa propre voix. « Pas un mot. Est-ce que c'est clair? C'était une anomalie technique, une surtension. Je veux que vous et une équipe d'ingénieurs vérifiez chaque machine dans cette pièce, recalibrez tout, analysez les données de l'alimentation électrique de tout l'étage pour la dernière heure. Je veux un rapport sur mon bureau dans la matinée. » Chloé hocha la tête, trop effrayée pour parler, et s'empressa de quitter la pièce soulagée d'échapper à la tension suffocante. Alain était de nouveau seul, seul avec le silence, les machines redevenues monotones et le fantôme d'un miracle. Il commença à arpenter la petite chambre, ses pas faisant écho à la course effrénée de ses pensées. Son esprit, habituellement un outil de précision chirurgicale, était devenu un champ de bataille. Hypothèse numéro 1, dysfonctionnement multiple et simultané des équipements. Il la rejeta presque aussitôt. Qu'un moniteur tombe en panne, c'était possible. Que 5 moniteurs tombent en panne en même temps, affichant non pas des données erratiques, mais une harmonie physiologique parfaite. La probabilité était si faible qu'elle en devenait une impossibilité statistique. C'était moins probable que l'intervention divine elle-même. Son propre esprit scientifique se moquait de cette explication. Hypothèse numéro 2, un événement neurologique spontané et non répertorié. Une rémission éclair. Il s'arrêta près de la fenêtre, regardant la ville sans la voir. Il connaissait le cerveau de sa femme mieux que personne. Les dommages causés par le manque d'oxygène étaient profonds, étendus, irréversibles. Un cerveau dans cet état ne se réorganise pas pendant 45 secondes pour ensuite replonger dans le chaos. Cela défiait les principes fondamentaux de la neurophysiologie. C'eût été comme voir les ruines d'une cathédrale bombardée se reconstruire d'elles-mêmes pour chanter un Magnificat, avant de s'effondrer à nouveau en un tas de pierres. Non, la réponse n'était pas dans ses livres. Alors, où était-elle? Son esprit tournait en rond, revenant sans cesse au point de départ, jusqu'à ce qu'il se heurte à la seule variable anormale de cette journée, la seule donnée qui ne figurait sur aucun graphique, dans aucun dossier, le garçon, Léo, l'interaction dans le couloir, la proposition insensée, l'humiliation publique, et puis l'événement. La corrélation temporelle était trop parfaite pour être une coïncidence. Une partie de lui hurlait de rejeter cette idée. C'était absurde. La pensée magique d'un enfant de 9 ans ne pouvait pas influencer les lois de la biophysique. C'était le refuge des esprits, faibles, le poison contre lequel il avait lutté toute sa vie. Mais une autre partie de lui, une partie nouvelle, terrifiée et désespérée, ne pouvait s'empêcher de poser la question « Et si ?» Ce « et si » fut la première fissure dans le barrage de son arrogance. En un instant, l'armure du grand docteur Dubois se brisa. Il n'était plus un scientifique supérieur cherchant une explication. Il était un homme, un mari désespéré qui avait entrevu une lueur d'espoir dans les ténèbres les plus profondes. Et cette lueur, aussi irrationnelle soit-elle, était maintenant la seule chose qu'il pouvait suivre. Il devait trouver le garçon. Ce n'était plus une option, c'était une nécessité existentielle. Il ne cherchait pas une faveur, il cherchait une explication. Il devait confronter l'anomalie, la regarder dans les yeux, la forcer à lui révéler son secret. Il sortit de la chambre en trombe, son calme professionnel complètement évaporé, remplacé par une urgence fiévreuse. Il se précipita vers le poste des infirmières, ignorant les regards surpris sur son passage. « Le concierge, dit-il, sa voix forte et pressante. « Jean-Pierre, où est-il » L'infirmière en chef, une femme d'âge mûr nommée Martine, leva les yeux de ses dossiers, surprise par son ton. « Jean-Pierre ? Il a fini son service, docteur, il y a environ une demi-heure. » La nouvelle le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Trop tard. Et son fils, Léo, était-il avec lui? Oui, je crois bien. Il part toujours avec. Son père, répondit Martine, perplexe. J'ai besoin de son adresse, lâcha Alain. C'est une urgence. Martine fronça les sourcils. Docteur, vous savez que je ne peux pas faire ça. Le règlement de l'hôpital est très strict sur la confidentialité des informations personnelles des employés. Au diable le règlement.
explosa-t-il, frappant son poing sur le comptoir. Ceci est plus important que n'importe quelle stupide règle administrative. Son éclat de colère fit taire tout le monde autour de lui. Mais pour la première fois, son autorité ne fonctionna pas. Martine le regarda avec une fermeté calme. « Je suis désolé, Alain. Je ne peux pas. » Elle l'avait appelé par son prénom, un signe subtil que dans cette situation, il n'était plus le chef de service tout-puissant, mais juste un homme hors de contrôle. Il recula, réalisant son impuissance, son pouvoir, son statut, son prestige. Tout cela ne valait rien. Il était bloqué. Il se tenait au milieu de ce couloir où, 1 heure plus, tôt il avait été le roi du monde, et il se sentait complètement perdu. Mais alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, une nouvelle force émergea en lui. Ce n'était plus de l'arrogance, mais une détermination brute, animale. Si les règles ne fonctionnaient pas, il les briserait. Si les portes étaient fermées, il les défoncerait. Il regarda le long du couloir, vers la sortie de l'hôpital, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle et presque folle. Il ne rentrait pas chez lui. Sa quête venait de commencer. Il trouverait cet enfant même s'il devait remuer ciel et terre pour y parvenir. La guérison de sa femme en dépendait, mais plus important encore, sa propre raison était en jeu. L'autorité d'Alain Dubois s'était dissoute dans le couloir de l'hôpital, le laissant face à un mur de règles et de procédures. Mais la coquille vide du tyran qu'il avait été abritait encore un esprit rusé et habitué à obtenir ce qu'il voulait. La frustration laissa place à une froide détermination. Il connaissait les rouages de l'hôpital, et il connaissait les faiblesses des hommes. Tard dans la soirée, bien après que les couloirs se soient vidés, il coinça un jeune administrateur du service des ressources humaines, un homme du nom de Simon, connu pour sa timidité et son ambition démesurée. Alain n'eut pas besoin de le menacer. Il utilisa une arme bien plus puissante, la promesse. Une lettre de recommandation personnelle pour un poste de direction, une mention de son nom dans le bon cercle. En échange de ce simple service, l'adresse d'un concierge. 5 minutes plus tard, Alain était dans sa voiture, un morceau de papier avec l'adresse de Jean-Pierre Moreau sur le siège passager, un goût amer de corruption dans la bouche. C'était la première fois qu'il utilisait son pouvoir non pas pour la science, mais pour poursuivre une superstition. La voiture de luxe glissait à travers la ville, quittant les quartiers opulents et aseptisés pour s'enfoncer dans un Paris plus ancien, plus populaire. Les façades haussmanniennes laissèrent place à des immeubles de briques, les vitrines de luxe à des laveries automatiques et des épiceries de quartier. Chaque rue était un pas de plus hors de son monde, un pas de plus vers une réalité qu'il avait toujours ignorée. Le GPS le guidait d'une voie neutre à travers ce territoire inconnu, une métaphore parfaite de son état d'esprit. Il était un homme perdu, suivant la seule piste, aussi irrationnelle soit-elle, qui lui restait. Il se gara devant un petit immeuble modeste, dont la façade propre et les quelques jardinières aux fenêtres témoignaient d'une vie humble mais digne. Il resta un moment dans sa voiture, le cœur battant. Que comptait-il dire? « Bonjour, j'ai humilié votre fils ce matin, mais il se trouve qu'il a peut-être fait un miracle. Alors j'aimerais commander le 2e acte ?» La situation était folle, mais l'image des moniteurs de sa femme, cette symphonie de vie de 45 secondes, le poussa hors de la voiture. Il monta les 3 étages à pied. L'odeur de cire et de soupe de légumes flottait dans l'escalier. Il frappa à la porte de l'appartement 3B. La porte s'entr'ouvrit et le visage de Jean-Pierre apparut. La surprise laissa rapidement place à une méfiance glaciale. Ses épaules se raidirent, formant une barrière protectrice. « Docteur Dubois, dit-il, sa voix dénuée de toute chaleur. « Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Moreau, Jean-Pierre, s'il vous plaît, il faut que je vous parle. Il faut que je parle à votre fils. » Les mots sortaient difficilement de la bouche d'Alain. Il n'avait pas supplié qui que ce soit depuis des décennies. « Je pense que vous en avez assez dit pour aujourd'hui, » répondit sèchement Jean-Pierre, commençant à refermer la porte. « Non, attendez !» cria presque Alain, posant une main sur la porte. « Vous ne comprenez pas. Après que votre fils est parti, quelque chose s'est produit avec ma femme. » Il essaya d'expliquer, de traduire le miracle en mots. Mais tout ce qui sortait était un charabia confus sur des ondes cérébrales et des rythmes cardiaques. Derrière la jambe de son père, Léo apparut. Il ne semblait pas avoir peur. Il regardait Alain avec ses yeux sombres et profonds, une expression de calme et de tristesse mêlée. C'est ce regard qui fit hésiter Jean-Pierre. La peur d'un père est une chose,
mais la curiosité d'un homme qui a vu son fils être au centre d'événements étranges en est une autre. Il n'ouvrit pas la porte complètement, mais il ne la ferma pas non plus. C'est alors que le regard d'Alain fut attiré par-dessus l'épaule de Jean-Pierre vers l'intérieur du petit salon. Sur une commode, à côté d'une pile de linge bien plié, se trouvait un cadre photo. Il représentait une petite fille d'environ 6 ans, avec des nattes et un sourire timide qui révélait une dent manquante. Elle avait les mêmes yeux que Léo. « C'est votre fille ?» demanda doucement Alain, cherchant désespérément un point de connexion. Le visage de Jean-Pierre se crispa de douleur, mais il hocha la tête. « C'était ma fille, Amélie, la petite sœur de Léo. Elle nous a quittés il y a 1 an. »« Je suis sincèrement désolé, » murmura Alain, et pour la première fois, il le pensait vraiment. Jean-Pierre eut un soupir tremblant, une fissure dans son armure de froideur. Elle avait une maladie, une chose rare dans son cerveau. Les médecins disaient qu'il n'y avait rien à faire. Et puis, ils nous ont proposé d'entrer dans un programme de recherche, un traitement expérimental, le protocole Prométhée, le mot, ce nom. Il frappa Alain avec la force d'un défibrillateur. Prométhée était son projet, son bébé, son tremplin vers la renommée internationale. Un flot de souvenirs glacés envahit son esprit. Le dossier numéro 73, nom, Amélie Moreau. Il revit le visage fatigué mais plein d'espoir de Jean-Pierre dans son bureau. Il se souvint des appels téléphoniques insistants de ce père, rapportant des fièvres, des tremblements, des effets secondaires inquiétants. Et il se souvint de sa propre impatience, de sa certitude arrogante. « C'est une réaction normale au traitement », avait-il répété, excédé. « Faites confiance à la science, monsieur Moreau. Continuez. » Tandis que son monde intérieur s'effondrait, la voix de Jean-Pierre continuait, chaque mot étant un clou de plus dans le cercueil de sa conscience. Le médicament l'a empoisonné. Il a fait ce qu'on appelle une tempête de cytokine. Son propre corps l'a attaqué. J'ai appris plus tard que le médecin en chef du projet avait ignoré plusieurs signaux d'alarme. Il était pressé de publier ses résultats. Le coup de grâce. Alain sentit le sol se dérober sous ses pieds, car le secret le plus sombre de sa vie, l'acte le plus anti-éthique qu'il ait jamais commis, lui revint en pleine face. Il y a 3 semaines, dans un acte de désespoir absolu, il était retourné dans son propre laboratoire la nuit. Il avait volé un échantillon d'une version modifiée et non testée du médicament Prométhée, et il l'avait injecté lui-même à Élodie en secret, priant la science pour une réponse. La connexion se fit, terrible, parfaite, monstrueuse. Le médicament qui avait tué Amélie était le même qui avait plongé sa propre femme dans le coma. Sa tragédie n'était pas un coup du sort, c'était une dette, une punition, un écho direct et terrifiant de son péché. Il recula d'un pas, le visage livide, luttant pour respirer. Il regarda le visage triste de Léo. Il regarda le visage endeuillé de Jean-Pierre. Et enfin, il comprit. Il n'était pas là en tant que scientifique cherchant une explication. Il était un criminel, debout sur le seuil de la maison de ses victimes. Et l'enfant qu'il avait humilié n'était pas un simple garçon. Il était le gardien du souvenir de sa faute. La vérité frappa Alain Dubois avec la violence d'un accident de voiture. Le monde se mit à basculer, les sons de la rue en contrebas s'estompant pour être remplacés par le rugissement assourdissant du sang dans ses propres oreilles. La culpabilité n'était pas une simple émotion. C'était une entité physique, une chape de plomb qui s'abattit sur sa poitrine, lui coupant le souffle, un poison qui se propageait dans ses veines, paralysant ses membres. Il recula de plusieurs pas sur le palier, chancelant comme un homme ivre, sa main cherchant à tâtons le mur pour ne pas s'effondrer. Ses yeux restaient fixés sur le visage de Jean-Pierre, mais il ne le voyait plus. Il voyait le dossier numéro 73, les rapports d'effets secondaires qu'il avait classés comme non significatifs, les appels téléphoniques qu'il avait ignorés. Il voyait le visage souriant d'Amélie dans le cadre photo et ce sourire le condamnait. Jean-Pierre, voyant la décomposition soudaine du médecin, ressentit une brève étincelle de confusion. « Docteur, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez bien ?» demanda-t-il, son instinct humain prenant momentanément le pas sur sa méfiance. L'ironie était tragique. La victime, ignorant encore tout, montrait de l'inquiétude pour son bourreau. Mais cette inquiétude se mua en horreur lorsque les premiers mots brisés franchirent les lèvres d'Alain. « C'était moi », haleta-t-il, chaque syllabe un effort surhumain. Le protocole Prométhée. C'était mon projet, c'était moi, le médecin en chef.
Le silence qui suivit fut plus terrible que n'importe quel cri. Jean-Pierre le dévisagea, son cerveau refusant d'abord de traiter l'information. Puis, lentement, les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. La visite étrange du docteur, sa panique, sa mention d'un miracle, tout cela prenait un sens nouveau et monstrueux. La confusion sur son visage se transforma en une incrédulité horrifiée, puis en une fureur pure et glaciale, la fureur d'un père dont la blessure la plus profonde venait d'être rouverte et souillée de sel. « Vous » siffla-t-il, sa voix tremblante de rage contenue. Ses mains se crispèrent en poing. « C'était vous. Depuis le début, les appels que j'ai passés, les avertissements, vous saviez, et vous n'avez rien fait. » Il se jeta en avant et attrapa Alain par le col de son manteau coûteux, le plaquant contre le mur. La différence de taille et de force était annulée par la puissance de sa juste colère. « Vous avez tué ma fille !» hurla-t-il, son visage déformé par la douleur. « Vous l'avez utilisée comme un rat de laboratoire et vous l'avez laissée mourir. » Alain ne résista pas. Il accueillit la violence, la méritait. Il ferma les yeux, attendant le prochain coup, l'absolution par la douleur physique. Mais le coup ne vint jamais. Au plus fort de la rage de son père, une petite main se posa sur le bras de Jean-Pierre. « Papa, arrête !» La voix de Léo était calme, mais elle portait une autorité qui coupa court à la violence. Jean-Pierre se figea, le souffle court, ses muscles toujours tendus. Il baissa les yeux vers son fils, puis vers l'homme brisé qui était affalé contre le mur. Lentement, à contre-cœur, il relâcha sa prise. Alain glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre sur le paillasson usé, une figure de misère pathétique. Le grand docteur Dubois n'existait plus. L'homme de pouvoir avait disparu. Il n'était plus qu'un pécheur à genoux sur le seuil du jugement. Il leva les yeux vers Léo, s'attendant à y voir le reflet de la haine de son père. Mais il n'y avait pas de haine. Il y avait une tristesse infinie, une sagesse ancienne qui semblait déplacée chez un enfant de 9 ans. Dans un dernier réflexe pathétique, Alain tenta de recourir aux seuls outils qu'il connaissait, le pouvoir et l'argent. « Je peux tout arranger », balbutia-t-il. « Je vais créer une fondation. Au nom d'Amélie. Je donnerai tout ce que j'ai. Je peux vous dédommager. » Jean-Pierre laissa échapper un rire amer, un son rempli de dégoût. « Votre argent !» cracha-t-il. « Vous pensez que votre argent peut ramener ma fille? Vous pensez pouvoir acheter votre pardon ?» C'était une impasse. Alain était à court de solutions. C'est alors que Léo s'avança et s'accroupit devant lui, le regardant droit dans les yeux. Le monde sembla se réduire à cet espace entre le médecin déchu et l'enfant qui détenait une vérité qu'il ne pouvait comprendre. Léo ne lui offrit ni condamnation ni absolution facile. Il posa simplement 2 questions. 2 questions qui contournèrent l'intellect d'Alain pour frapper directement son âme vide. « Est-ce que vous avez pleuré pour ma sœur ?» demanda-t-il doucement. Alain ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La réponse était non. Il avait pleuré pour Élodie. Il avait pleuré pour sa propre carrière en ruine, pour son échec. Mais pour Amélie, la victime originelle de son orgueil, pas une seule larme. Léo continua, sa voix ne faiblissant pas. « Et est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu pour le mal que vous avez fait ?» Cette deuxième question le brisa. Prier? Il n'avait jamais prié pour le pardon. Il n'avait prié que pour obtenir quelque chose, la guérison de sa femme. Ses prières avaient toujours été égoïstes. Les questions simples de l'enfant venèrent de lui révéler la véritable nature de son âme. Un désert aride, dépourvu de toute empathie réelle et de toute humilité. Il n'avait pas seulement commis une faute médicale. Il avait commis un péché profond contre l'humanité même. Il baissa la tête, et pour la première fois, des larmes se formèrent dans ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de pitié pour lui-même. C'étaient des larmes de honte pure et absolue. Il était complètement nu, dépouillé de tout orgueil, de toute défense. Le chemin vers la guérison de sa femme semblait soudainement une distraction sans importance. Un nouveau chemin venait de s'ouvrir devant lui, bien plus terrifiant et escarpé, celui de sa propre rédemption. Et il était là, à genoux dans la poussière, sans la moindre idée de la façon de faire le premier pas. Il était entièrement à leur merci. L'appartement de Jean-Pierre Moreau devint une sorte de purgatoire pour Alain Dubois. Après l'effondrement de sa confession, un silence lourd et épuisé s'était installé. Jean-Pierre, la rage consumée et remplacée par une immense lassitude, l'avait laissé entrer. Pas par pardon, mais peut-être par une sorte de stupeur choquée ou par l'influence silencieuse de son fils. Alain était assis sur une chaise en bois dans le petit salon,
son costume à plusieurs milliers d'euros souillé de la poussière du paillasson, une tache d'huile sur le genou. Il était une anomalie grotesque dans ce décor de vie simple et digne. En face de lui, Jean-Pierre était assis à sa table de cuisine, le regard perdu, tandis que Léo, sur le tapis, dessinait sur une feuille de papier, jetant de temps en temps un regard insondable vers le médecin brisé. Personne ne parlait. Il n'y avait rien à dire. La culpabilité d'Alain était une présence si dense dans la pièce qu'elle semblait absorber tous les sons. Pour la première fois de sa vie, Alain n'avait aucun plan, aucune solution, aucune science à laquelle se raccrocher. Il attendait sans savoir quoi. C'est le monde extérieur qui brisa cette stase. Le téléphone d'Alain, posé sur la commode, se mit à vibrer frénétiquement. Il l'avait ignoré pendant des heures, mais l'insistance de l'appel était impossible à nier. Le nom qui s'affichait était celui de maître Bernard Lacroix, l'avocat principal de l'hôpital, un homme qui était depuis des années son allié, son confident, sa nettoyeur discret de toutes les situations délicates. À contre-cœur, Alain répondit, sa voix un murmure rauque. « Alain, enfin !» La voix de l'avocat était tendue, urgente. « Où diable es-tu? Il faut qu'on se voie. Tout de suite. » L'enquête sur le traitement d'Élodie a pris une tournure désastreuse. L'infirmière Chloé a parlé de l'événement étrange sur les moniteurs, et quelqu'un d'autre a mentionné que tu cherchais l'adresse d'un concierge. Ils sont en train de relier les points, Alain. Le ISOMOBIS, comité d'éthique, se réunit demain matin, et ils veulent ta tête sur un plateau. Chaque mot de Bernard était un retour brutal à la réalité. La réalité où il était encore le docteur Dubois, un homme avec une carrière, une réputation, et maintenant un avenir qui était sur le point d'être anéanti. La menace était tangible, la perte de sa licence, la disgrâce publique et potentiellement des poursuites pénales. Le purgatoire de l'appartement de Jean-Pierre semblait presque un havre de paix, comparé à l'enfer qui l'attendait. 1 heure plus tard, il était assis dans le bureau luxueux et feutré de l'avocat. Bernard, un homme élégant aux cheveux argentés et au sourire carnassier, lui servit un verre de whisky qu'Alain ne toucha pas. Bernard représentait tout ce qu'Alain avait été, pragmatique, puissant, et croyant que la fin justifiait les moyens. « La situation est grave, Alain, » commença l'avocat, « mais elle n'est pas désespérée. Nous avons une porte de sortie. » Il se leva et fit les 100 pas devant son grand bureau en acajou. L'infirmière est jeune, émotive. Son témoignage sur le miracle peut être discrédité comme un état de choc. Mais le vrai problème, c'est l'administration du médicament non autorisé. Cependant, ajouta-t-il avec un sourire entendu, j'ai passé la nuit à examiner les dossiers. Il s'arrêta et regarda Alain droit dans les yeux. Le docteur Varenne, ce jeune résident ambitieux qui te suit partout comme un chiot, il était de garde cette nuit-là. Il a accès à la pharmacie du laboratoire. On peut facilement démontrer qu'il a agi seul, dans une tentative mal avisée de t'impressionner, d'obtenir une guérison miracle pour ta femme. On arrange quelques registres, on ajuste les horaires. Il est jeune, il prendra une suspension peut-être, mais sa carrière s'en remettra. Toi, par contre, Alain, tu es une icône. Tu es trop important pour la médecine française pour tomber à cause d'une erreur de jugement, même grave. La proposition flotta dans l'air séduisante et empoisonnée. C'était la main du diable tendue pour le sortir de l'abîme. Une partie d'Alain, l'instinct de survie, la bête orgueilleuse qui avait dirigé sa vie pendant 50 ans, hurlait d'accepter. Il revoyait sa vie, les récompenses, les applaudissements, la une des magazines médicaux. Tout cela pouvait être sauvé. Il pouvait retourner à son travail, continuer ses recherches, faire le bien à grande échelle. Il pouvait même utiliser sa fortune pour aider discrètement la famille Moreau, se rachetant une conscience à l'abri des regards. C'était la solution logique, la solution pragmatique. C'était la solution de l'ancien Alain. Mais l'ancien Alain était mort, ou du moins, il était mourant. Et dans son esprit, une autre image s'imposa, bien plus puissante que celle de sa propre gloire. Le visage d'Amélie souriant sur la photo, les yeux de Léo remplis non pas de haine, mais d'une immense et décevante tristesse. La question de l'enfant résonnait en « Lui, est-ce que vous avez pleuré pour ma sœur ?» Sacrifier le jeune docteur Varenne serait une répétition du même péché. Ce serait sacrifier un autre innocent sur l'autel de son ambition. Ce serait prouver qu'il n'avait rien appris. Ce serait la confirmation qu'il n'avait, en effet, jamais pleuré pour Amélie. Le choix était devenu d'une clarté terrifiante. Ce n'était plus un choix entre la disgrâce et la carrière.
C'était un choix entre sa réputation et son âme. Alain leva lentement les yeux vers son avocat. Le tumulte intérieur s'était apaisé. Pour la première fois depuis des jours, son esprit était calme. Il n'y avait plus de panique, plus d'arrogance. Juste la certitude froide et tranquille d'une décision irrévocable. « Non, Bernard, » dit-il, sa voix basse mais ferme. L'avocat le regarda, surpris. « Non ?» Alain, réfléchis bien. « C'est réfléchi », le coupa Alain. « C'est terminé tout ça. Les mensonges, les arrangements, la fuite en avant. » Il se leva et, pour la première fois, il se tenait droit non pas par orgueil, mais par une nouvelle forme de dignité. La dignité d'un homme qui accepte enfin ses fautes. Je ne sacrifierai personne d'autre. La faute est la mienne, entièrement. Il se dirigea vers la porte, laissant Bernard abasourdi. Avant de sortir, il se retourna. « Annule tes plans, Bernard. Demain matin, je vais moi-même demander une réunion extraordinaire du comité d'éthique, et je vais leur dire toute la vérité, chaque détail sordide. C'est à moi de le faire. » Sortant du bureau luxueux pour retrouver la nuit froide de la ville, Alain sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il n'avait jamais été aussi proche de tout perdre, et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi libre. Il avait passé son test intérieur. Maintenant, il devait faire face aux conséquences dans le monde réel. L'aube se leva sur Paris, mais Alain Dubois ne l'avait pas attendu. Il n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit sur la chaise inconfortable du salon de Jean-Pierre, regardant les ombres s'allonger puis disparaître. C'était une veillée funèbre pour l'homme qu'il avait été. Lorsque les premiers rayons de lumière éclairèrent la pièce, il se leva, son corps endolori, mais son esprit d'une clarté de cristal. Il se tourna vers Jean-Pierre, qui était déjà réveillé, une tasse de café à la main. « Il faut que je retourne à l'hôpital », dit Alain, sa voix calme. « Il y a une réunion. Je voudrais que vous veniez avec moi, vous et Léo. » Jean-Pierre le regarda, la méfiance, luttant contre une nouvelle curiosité. « Pourquoi? Pour nous humilier à nouveau ?»« Non, » répondit Alain, secouant la tête, « pour que la vérité soit entendue, pour qu'ils voient les visages derrière les dossiers. Je ne vous demande pas cela pour moi, je vous le demande pour Amélie. » Le nom de sa fille, prononcé avec une telle gravité par cet homme, désarma Jean-Pierre. Il regarda Léo, qui était sorti de sa chambre, déjà habillé, comme s'il avait su. Le garçon hocha simplement la tête. Le voyage. Vers l'hôpital fut le reflet inversé de la veille. Cette fois, ce n'était pas un homme de pouvoir s'aventurant dans un monde humble, mais un homme brisé amenant la vérité humble au cœur de son ancien royaume de pouvoir. La salle de conférence du conseil d'administration était une arène moderne. Une longue table en bois sombre, polie comme un miroir, reflétait les visages sévères des 12 membres du comité d'éthique. C'étaient les sommités de l'hôpital, des hommes et des femmes qu'Alain avait côtoyés, défiés ou admirés pendant des années. Il reconnut le regard glacial du professeur Delacroix, son ancien mentor, le sourire fin et indéchiffrable d'Isabelle Rocher, sa rivale de toujours, et la fureur contenue du directeur de l'hôpital, plus préoccupé par le scandale que par la morale. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la découper au scalpel. Quand Alain entra, flanqué non pas de son avocat, mais d'un concierge en tenue de travail et d'un petit garçon, un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Alain ne prit pas la place qui lui était habituellement réservée à la tête de la table. Il resta debout à l'autre bout, vulnérable, Jean-Pierre et Léo, un pas derrière lui, comme les témoins silencieux de l'accusation. « Merci d'être venu », commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Je vous ai demandé de vous réunir aujourd'hui parce que j'ai une confession à faire. Une confession qui ne concerne pas seulement une erreur médicale récente, mais qui prend racine dans un péché bien plus ancien. » Il prit une profonde inspiration. « Il y a 2 ans, j'ai lancé un protocole de recherche très prometteur nommé Prométhée. J'étais obsédé par la réussite, par la publication, par la gloire qui en découlerait. Parmi les participants se trouvait une enfant de 7 ans, Amélie Moreau. » Il se tourna légèrement pour désigner Jean-Pierre. « Voici son père, Monsieur Jean-Pierre Moreau. Durant le traitement, Monsieur Moreau m'a contacté à plusieurs reprises pour me faire part d'effets secondaires graves. Fièvre, tremblement, des signaux d'alarme que j'ai délibérément choisi d'ignorer. » Sa voix se brisa pour la première fois, mais il continua. Chaque mot une pierre posée sur le cairn de sa honte. « J'ai traité ces inquiétudes avec arrogance et impatience. J'étais tellement aveuglé par mon ambition que j'ai mis en danger la vie d'une enfant. La mort d'Amélie Moreau, quelques semaines plus tard, n'est pas un accident tragique ou un risque. Calculé du protocole.
c'est le résultat direct et inévitable de ma négligence criminelle et de mon orgueil. Un silence de mort accueillit ces paroles. Les visages autour de la table étaient passés de la curiosité à un choc horrifié. Alain continua, sa voix se raffermissant comme si la vérité, une fois libérée, lui donnait une force nouvelle. Cette même arrogance m'a conduit à ma deuxième faute. Face à l'état de ma propre femme, Élodie, j'ai été confronté à la même impuissance que M. Moreau. Et au lieu de l'accepter, j'ai commis l'impensable. J'ai volé une version modifiée de ce même médicament défectueux et je l'ai administré à ma femme, en secret, la transformant en mon propre cobaye. L'orgueil qui a tué Amélie est le même qui a plongé Élodie dans le coma. Il n'y a pas de faute, il n'y en a qu'une seule qui s'est répétée. Il fit une pause, laissant le poids de sa confession s'installer. Puis, il s'avança vers la table. Pour ces raisons, à compter de cet instant, je démissionne de toutes mes fonctions au sein de cet hôpital, y compris mon poste de chef du service de neurochirurgie. Il sortit son portefeuille, en retira sa carte de licence médicale et la posa doucement au centre de la table polie. Le petit morceau de plastique semblait incroyablement insignifiant, mais il représentait toute sa vie, toute son identité. Je remets ma licence à ce comité. Je ne suis plus digne de pratiquer la médecine ni de porter le titre de docteur. Il recula, retournant, près de Jean-Pierre et Léo. Enfin, je m'engage à utiliser l'intégralité de ma fortune personnelle pour créer une fondation au nom d'Amélie Moreau. Elle viendra en aide aux familles victimes de négligence et d'erreurs médicales. Ce n'est pas une tentative d'acheter le pardon, car je sais qu'il n'a pas de prix. C'est simplement le début d'une vie entière dédiée à réparer une infime partie du mal que j'ai causé. Il avait terminé. Il avait tout donné. Sa carrière, sa fortune, sa réputation, son ego. Il se tenait là, vidé, dépouillé de tout ce qu'il avait défini. Il n'attendait rien, ni pitié, ni absolution. Il regarda Jean-Pierre, et pour la première fois, il vit dans les yeux du père endeuillé une lueur nouvelle. Ce n'était pas du pardon, pas encore. C'était quelque chose de plus fragile, de la reconnaissance. La reconnaissance que sa douleur avait enfin été entendue, que la vérité avait été dite. Dans le silence assourdissant de la salle, Alain Dubois, l'homme qui avait tout perdu, sentit un fardeau qu'il portait depuis des années s'envoler. Il était ruiné, il était fini, et d'une manière étrange et terrifiante, il était libre. Un silence de cathédrale tomba sur la salle de conférence. La petite carte de licence médicale sur la table en bois sombre semblait contenir le poids de toute une vie. Les 12 juges d'Alain étaient devenus des témoins muets, leur visage un mélange de stupeur, de respect et d'une profonde gêne. Le directeur de l'hôpital se frottait le front, déjà en train de calculer le cauchemar logistique et juridique à venir. Isabelle Rocher, la rivale, regardait Alain avec une expression qu'il n'avait jamais vue chez elle, une admiration sans phare. Le professeur Delacroix, son vieux mentor, essuya discrètement une larme au coin de son œil. Dans ce silence, un geste presque imperceptible se produisit. Jean-Pierre, l'homme dont la vie avait été brisée par l'arrogance d'Alain, posa une main hésitante sur l'épaule de ce dernier. Ce n'était pas un geste de pardon, pas encore. C'était un geste de reconnaissance. Une reconnaissance de la vérité dite, de la douleur partagée, d'une humanité commune retrouvée dans les décombres. C'est dans ce moment de grâce fragile et suspendue que le téléphone d'Alain, qu'il avait laissé sur la table, se mit à vibrer puis à sonner, déchirant le silence. Tous les regards convergèrent vers le petit objet technologique. L'écran affichait « Unité de soins intensifs ». Une vague de froid parcourut Alain. C'était la fin. Après avoir tout avoué, le destin allait lui asséner le coup de grâce. Élodie. Quelque chose était arrivé. Il sentit la main de Jean-Pierre se resserrer sur son épaule, le soutenant. D'une main tremblante, il décrocha et activa le haut-parleur, trop faible pour tenir le téléphone à son oreille. La voix qui s'échappa du haut-parleur n'était pas celle, calme et professionnelle, qu'il attendait. C'était un cri, un souffle haletant, rempli de panique et d'une joie hystérique. C'était la voix de Chloé, la jeune infirmière. « Docteur Dubois, c'est Madame Dubois, c'est Élodie !» Le cœur d'Alain se serra. « Qu'est-ce qu'il y a, Chloé ? Parlez !» réussit-il à articuler, s'attendant au pire. « Elle s'est réveillée !» cria Chloé, et on pouvait entendre l'agitation et les exclamations des autres infirmières en arrière-plan. « Docteur, elle a ouvert les yeux. Le ventilateur, nous l'avons débranché. Elle respire toute seule. Ses scans sont... »
Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Et elle a parlé. Chloé marqua une pause, reprenant son souffle. Elle a dit votre nom. Elle a dit « Alain ». La nouvelle explosa dans la pièce avec la force d'une deuxième confession. Si la première avait été un acte de l'homme, celle-ci semblait être une réponse du ciel. Les membres du comité se regardèrent, incrédules. Leurs yeux passèrent d'Alain à l'enfant qui se tenait tranquillement à ses côtés, comme si le lien de cause à effet était devenu une évidence. Ce n'était pas de la magie. C'était quelque chose de plus profond, une loi spirituelle qui venait de se manifester avec la même certitude qu'une loi de la physique. L'acte de reddition totale avait été suivi d'un acte de grâce totale. La rédemption avait engendré la résurrection. Alain resta figé, son esprit incapable de traiter l'information. C'était trop de douleur et trop de joie en une seule matinée. Ce fut Jean-Pierre qui le ramena sur terre. « Allez-y », lui dit-il, sa voix maintenant douce, empreinte d'une émotion nouvelle. « Allez la voir, courez !» Et Alain courut. Il ne marcha pas, il ne se pressa pas. Il courut. Il dévala les couloirs de marbre de son ancien royaume, bousculant des internes, ignorant les regards stupéfaits. Il n'était plus le chef de service, le médecin respecté et craint. Il était un mari courant vers sa femme. Il était un homme courant vers son miracle. Et il n'était pas seul. Dans sa course folle, il était suivi par les pas plus lents, mais déterminés de Jean-Pierre et les petites foulées de Léo. Il faisait partie de cette histoire, indissociablement liée à son destin. Il fit irruption dans la chambre 402, le cœur battant à tout rompre. La scène était méconnaissable. Le sifflement du ventilateur avait disparu. Élodie était semi-assise, soutenue par des oreillers, une couverture remontée jusqu'à sa taille. Et ses yeux étaient ouverts. Ils étaient encore voilés par des mois de brouillard, confus, mais ils étaient ouverts. Et ils le cherchaient. Leurs regards se croisèrent. « Alain », murmura-t-elle, sa voix un filet d'air rauque, un son qu'il avait cru ne plus jamais entendre. Le barrage céda. Alain tomba à genoux au pied du lit, saisissant la main de sa femme, une main qui était chaude, vivante. Il la pressa contre son front et se mit à pleurer. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré. Des sanglots profonds, incontrôlables, qui venaient du plus profond de son être. Ce n'étaient plus les larmes arides de la honte, mais les larmes purificatrices de la gratitude, d'une libération si totale qu'elle lavait son âme de toutes ses souillures. Il sentit la main faible d'Élodie caresser ses cheveux. Il n'y avait pas besoin de mots. Tout était dans ce contact. Après un long moment, il releva la tête, son visage baigné de larmes. Il la regarda, et à travers elle, il se voyait lui-même, pardonné. La guérison d'Élodie était la sienne. Sur le seuil de la porte, Jean-Pierre et Léo observaient la scène en silence. Ils n'étaient pas des intrus. Ils étaient les gardiens de ce moment sacré, les témoins non seulement de la guérison d'une femme, mais de la renaissance d'un homme. Élodie tourna lentement la tête, son regard passant par-dessus l'épaule de son mari. Elle vit Léo. Elle ne le connaissait pas, et pourtant un léger sourire, le premier depuis des mois, effleura ses lèvres. Une lueur de paix, de reconnaissance tranquille, passa dans ses yeux, comme si son âme reconnaissait celle qui l'avait aidé à retrouver son chemin. 1 an plus tard, le monde n'était plus le même pour Alain Dubois, principalement parce que lui-même n'était plus le même homme. Son royaume n'était plus un bloc opératoire stérile ou une salle de conférence glaciale, mais un petit bureau chaleureux et légèrement chaotique au cœur de Paris. Sur la porte en verre dépoli, des lettres simples et dorées annonçaient « Fondation Amélie Moreau ». À l'intérieur, les murs n'étaient pas ornés de diplômes prestigieux ou de récompenses, mais de photos d'enfants souriants et de lettres de remerciements écrites à la main par des familles reconnaissantes. L'air sentait le café et l'espoir. Alain était au téléphone, non pas en train de donner des ordres, mais d'écouter. Il parlait à une mère paniquée dont le fils avait reçu un diagnostic difficile. Sa voix était douce, patiente, empreinte d'une empathie qu'il n'aurait jamais cru posséder. Il utilisait encore son immense savoir médical, mais non plus comme une arme de pouvoir, mais comme un baume pour apaiser les peurs. Son visage, autrefois dur et marqué par l'arrogance, s'était adouci. Les rides autour de ses yeux n'étaient plus des marques de cynisme, mais de compassion. La porte du bureau s'ouvrit et Jean-Pierre entra, un dossier à la main. Il ne portait plus l'uniforme bleu d'un concierge, mais une chemise simple. Il était le co-directeur de la fondation, son sens pratique et son humanité terre-à-terre étant le parfait contrepoids
à l'expertise d'Alain. Leur relation, née d'une tragédie et d'une confrontation, s'était transformée en un partenariat solide, une amitié fraternelle bâtie sur le respect mutuel. « Alain, j'ai les papiers pour le cas de la petite Léa, » dit Jean-Pierre. « Le comité de l'hôpital a refusé de couvrir les frais. C'est à nous de jouer. » Alain hocha la tête. « Nous trouverons une solution. Nous en trouvons toujours une. » Le « nous » était important. C'était le fondement de sa nouvelle vie. Élodie entra à son tour, portant un plateau avec 3 tasses de café. Elle était la lumière de cet endroit. Sa guérison avait été complète, miraculeuse, mais la véritable guérison était plus profonde. La chute de son mari, sa confession, leur avait permis de reconstruire leur relation sur une base de vérité et de vulnérabilité. Elle posa une main sur l'épaule d'Alain, un geste simple, plein d'un amour tendre et inébranlable. Elle n'avait pas épousé un dieu de la médecine, mais un homme, avec ses failles et sa nouvelle force. Et elle l'aimait plus que jamais. La porte s'ouvrit une nouvelle fois, laissant entrer un tourbillon d'énergie. C'était Léo, maintenant âgé de 10 ans, rentrant de l'école, son cartable jeté sur l'épaule. « Papa, j'ai eu la meilleure note en maths !» s'exclama-t-il. Il ne s'adressait pas à Jean-Pierre, mais à Alain. Après des mois de procédure, et avec la bénédiction de Jean-Pierre qui restait une figure paternelle essentielle, Alain et Élodie avaient officiellement adopté Léo. Ce n'était pas un remplacement pour Amélie, personne ne pourrait jamais la remplacer. C'était la création d'une nouvelle famille, une famille unique, tissée avec les fils du deuil, du pardon et d'une grâce inattendue. Alain, l'homme qui avait pris une fille à Jean-Pierre, se voyait maintenant confier le don d'élever son fils. C'était un acte de confiance si profond, si rédempteur, qu'il en avait encore les larmes aux yeux parfois. « Je suis fier de toi, mon fils, » dit Alain, ébouriffant les cheveux du garçon avec une affection naturelle. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil couchant baignait Paris d'une lumière dorée, ils marchaient tous les 4 le long de la Seine. C'était une scène d'une simplicité parfaite. Jean-Pierre et Élodie discutaient tranquillement, tandis qu'Alain et Léo marchaient un peu devant. « Dis, papa, » demanda Léo, « est-ce que tu penses que Dieu est content de toi maintenant ?» Alain regarda le fleuve scintillant, réfléchissant à la question. L'ancien lui aurait ricané. Mais le nouvel Alain sourit doucement. « Je ne sais pas si Dieu est content, Léo. Ce n'est plus la question que je me pose, » répondit-il. « Mais je sais que quand je regarde ta mère, quand je travaille avec ton père Jean-Pierre, et quand je te regarde, toi, je sens que j'ai fait la paix avec moi-même, et je crois que c'est tout ce qu'il a toujours voulu pour moi. Il avait tout perdu, sa carrière, son statut, sa fortune telle qu'il la concevait, mais en échange, il avait gagné un univers. Il avait trouvé un but plus grand que n'importe quelle découverte scientifique, et une paix que son ancienne vie de pouvoir ne lui aurait jamais offerte. Sa guérison n'avait pas été de retrouver ce qu'il avait perdu, mais d'embrasser ce qu'il avait enfin trouvé. Il prit la main de sa femme, regarda son fils rire avec son ami le plus cher, et pour la première fois, il se sentit complètement et profondément guéri. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Laissez votre like pour nous soutenir et activez les notifications pour ne rien manquer. Cela nous aide à continuer à créer le meilleur pour vous. À la prochaine vidéo.